Quasiment 17h, bienvenue à vous dans le grand dossier. L'info du jour, c'est celle que vous voyez inscrite sur cet écran. Volodymyr Zelensky qui ordonne le repli de son armée dans la région de Kharkiv. C'est évidemment l'annonce que l'on craignait, à laquelle on s'attendait un petit peu, il faut le dire. Est-ce un repli tactique ou le début de la catastrophe? On va pouvoir s'en parler ensemble sur ce plateau en compagnie de mes invités. Charlie Nurel qui nous attend évidemment en Ukraine. Et puis mes invités aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sylvie Berman, que je salue. Bonjour Sylvie, ancienne ambassadrice de France en Russie. Je suis ravie de vous retrouver. Le général Norlin qui est avec nous également, ancien commandant de la force aérienne de combat. Vous êtes le bienvenu, vous le savez. David Rigoulet-Rose, bonjour à vous mon cher David, chercheur associé à l'IRIS entre autres. On est toujours évidemment avec Isabelle Dufour qui est restée avec nous, experte pour les questions de défense, et Renaud Pila également. Bonjour à tous. Je voudrais vous préciser qu'on fera tout à l'heure un point évidemment sur l'état du Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui a été victime d'une tentative manifestement d'assassinat. On essaye d'y voir un peu plus clair. Pour le moment, on a très peu d'informations. On sait simplement qu'il est dans un état grave, qu'il a pris a priori une balle dans la tête et une balle dans l'abdomen. Mais on y reviendra bien évidemment dès qu'on a du nouveau. Bien sûr, vous ne raterez rien. Vous ne raterez rien ici. Alors la question qu'on se pose depuis ce matin, c'est l'armée ukrainienne est-elle en train de s'effondrer? Le front a l'air de craquer, au nord-est en tout cas. L'armée se replie, l'armée ukrainienne se replie. On va en parler évidemment assez longuement. Charlie Nurel est d'ailleurs avec nous depuis Kharkiv et on va pouvoir la rejoindre dans un petit instant. On est évidemment inquiet. On va voir avec vous, vous allez nous dire, Général, si ça peut être effectivement ce qu'on appelle un repli stratégique, se replier pour mieux repartir. En tout cas, c'est arrivé concomitamment avec la visite de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Et ça, c'est très important parce qu'il a passé à peu près 24 heures avec Volodymyr Zelensky. Il a dit déjà dans la matinée qu'il était possible que les Américains livrent un patriote supplémentaire, ce qui peut être déjà un signal. Et puis, il a dit autre chose. Je voudrais que vous écoutiez et que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que, pour tout vous dire, on n'est pas tous d'accord sur ce que l'on comprend de ce que dit Anthony Blinken. Écoutez. Nous n'avons pas poussé ni aidé l'Ukraine à lancer des attaques en dehors de son territoire. Mais dans les faits, c'est à l'Ukraine de prendre ses propres décisions sur comment gérer ce conflit. Une guerre défensive, la défense de son territoire et de sa souveraineté. Anthony Blinken nous dit on ne va pas les inciter, Sylvie Berman. Les Ukrainiens doivent décider de ce qu'ils font avec les armes et pour frapper ou non le territoire russe. Est-ce qu'il est en train d'expliquer que les États-Unis changent la doxa ? Et je pense qu'il le change un peu, mais c'est ce qu'on appelle du wishy-washy en anglais, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu flou, parce que il dit à la fin aussi, ce sont des armes défensives où le but c'est de défendre son territoire. Alors défendre son territoire peut impliquer effectivement d'attaquer en Russie même, mais tout ça n'est pas très clair. Donc ça veut dire qu'il laisse une marge de manœuvre à l'Ukraine, d'autant plus que les Ukrainiens ont fait ce qu'ils voulaient. Oui, alors il laisse une marge de manœuvre qu'ils n'avaient jamais laissée quand même à l'Ukraine. Parce qu'ils avaient dit très clairement, il n'est pas question d'utiliser ces armes sur le territoire russe. Alors, il l'avait dit effectivement, d'abord de manière confidentielle, ensuite il l'avait rappelé. Ils ont eu un problème aussi parce que les Ukrainiens frappaient en priorité les centres énergétiques, les raffineries, et que ça posait un problème parce que ça risquait de faire monter le prix du pétrole à la pompe aux États-Unis en période électorale. Il avait beaucoup énervé Zelensky d'ailleurs. Absolument, ça a été dit clairement. Ça ne les a pas empêchés de continuer. Général Norlin, vous avez entendu ça comment, vous ? Moi, je comprends qu'effectivement, c'est du prêchi-prêcha, mais d'un autre côté, c'est du langage diplomatique. Mais à la différence du discours qui existait auparavant, c'est clairement, il introduit une incertitude. Donc clairement, je l'interprète comme une ouverture, un changement de position. Ah oui, pour moi, ça ne fait pas de doute. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un blanc-seing, mais c'est une façon de dire, écoutez, on fait comme si on n'avait pas vu. En fait, c'est un peu ça. Allez-y. Enfin, pas allez-y. Oui. Faites ce que vous voulez, on ne dira rien. Au lieu de dire on ne veut pas, il dit ah oui, peut-être, etc. Voilà. C'est fondamental. C'est exactement la position qu'avait la Turquie quand la Russie lui reprochait de livrer des drones TB2 et la Turquie a dit je ne suis pas responsable de ce que font mes acheteurs des drones. Et les États-Unis sont un petit peu sur cette ligne-là en disant voilà, nous on fournit à l'Ukraine les moyens de se défendre, ce qui est légitime.
Après, ce qu'ils en font, c'est leur responsabilité, pas la responsabilité américaine. Mais effectivement, c'est un petit pas de recul par rapport à la position antérieure américaine. Franchement, David, on parle depuis le début de la semaine de cette tribune qui a été signée par un certain nombre d'ailleurs d'intervenants sur ce plateau, dont vous, non pas vous, non c'était pas vous, c'était Galia Ackerman et Xavier Titelman et... Il y avait Xavier Titelman, Galia Ackerman et Yakovlev. Voilà, c'est ça. Pour dire, justement, maintenant, il faut passer la vitesse supérieure et autoriser, changer sans doute un petit peu sa doxa sur l'utilisation des armes. Manifestement, ça peut engendrer aussi autre chose. Les Britanniques, ils l'ont dit la semaine dernière déjà. Voilà. De la part des Britanniques, c'était moins flou. C'était beaucoup plus affirmatif. La défense de votre pays passe par le fait de viser le territoire russe. C'était très clair. D'ailleurs, ça a donné lieu à une réponse assez cinglante de Moscou, en disant que du coup Moscou pouvait se permettre de viser des cibles britanniques en dehors. Donc pour les Britanniques, c'était manifestement plus clair. Et là, effectivement, il y a un changement. En tout cas, il y a un changement de présentation de la part du secrétaire à la Défense, qui est plus qu'une nuance, mais qui acte aussi. Des faits, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont déjà frappé à de multiples reprises. Vous évoquiez à Belgorod. Mais pas avec des HIMARS. Non, mais bon, là, ça ouvre un principe d'incertitude, on va dire. Alors, Renaud, votre analyse là-dessus, parce que donc tout ça est concomitant avec le fait que ce que nous expliquait tout à l'heure Nivine très bien, et Charline qui va nous en dire un mot tout à l'heure sur le fait que Zelensky ce matin dise à ses troupes situées, donc qui sont sur le front à quelques kilomètres de Kharkiv, écoutez, on va se replier, parce que là, on n'y arrive pas, on perd trop d'hommes, trop de matériel, ça ne va pas être possible. On se replie, voyez comme, c'est dangereux, et dans le même temps, on a effectivement cette petite ouverture d'Anthony Blinken. On a des Allemands qui disent on va livrer un patriote supplémentaire, et toujours le même Anthony Blinken qui dit peut-être que nous on pourrait en livrer encore un autre aussi. C'était fait aussi sans doute un peu pour. Oui, moi j'y vois un bouger, comme on disait à l'extrême gauche autrefois. Chez les trotskistes, c'est un bouger. C'est un feu vert diplomatique. Il faut toujours traduire en termes diplomatiques ce qui ne peut être dit, notamment de la part des Américains. Effectivement, les Britanniques l'ont dit, mais de manière beaucoup plus forte, parce qu'on sait que les Britanniques n'ont pas le lead dans la coalition de l'OTAN. Et on sait que les Britanniques sont toujours assez punchy, mais dans la bouche de Blinken, qui soupèse chaque mot, ce sont les États-Unis qui parlent, et qui disent désormais, en gros, vous pouvez le faire. À vous d'organiser votre défense. Moi, j'y vois un feu vert en termes diplomatiques. Pourquoi tout ce que vous avez dit a lieu? C'est parce qu'il est minuit moins une pour l'Ukraine. Il est minuit moins une. Ça fait des semaines et des semaines qu'on se dit ça va mal se passer avant l'été. On est mi-mai et ça se passe très mal. Alors, c'est pas encore la grande offensive. Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, du côté de Kharkiv, je reprends les mots, j'ai terminé, de Boudanov, le patron du renseignement militaire, qui dit que la situation devient critique et on voit aujourd'hui les évacuations. Alors, Kharkiv, 8000 évacuations. Boudanov, il a peur pour Soumy, au nord de Kharkiv. Et puis, il y a Robotyne, cette ville. Charline Hurel, Robotyne, c'est une ville qui est sur le front du sud, que les Ukrainiens avaient chèrement repris quand même aux Russes. Et là, ce sont les Russes qui nous annoncent qu'ils ont repris cette ville. Exactement, cette petite localité, mais à quel point stratégique et surtout symbolique, parce que les Ukrainiens l'avaient reconquise lors de la contre-offensive. C'est d'ailleurs la seule localité, vraie localité, qu'ils avaient reprise à ce moment-là. Alors en effet, les forces russes l'affirment. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait d'âpres combats depuis plusieurs mois, et puis depuis 2 semaines, les forces russes étaient à nouveau rentrées dans ce village. Donc évidemment, un coup dur pour l'Ukraine, qui subit elle aussi une autre offensive russe dans la région de Kharkiv. Et puis surtout, ce qu'ils nous disent, c'est, vous voyez concrètement ce qu'il arrive après autant de délais sur l'aide américaine. Eh bien, on le voit sur le terrain, moins de munitions, moins d'opportunités de tirer, moins d'opportunités de défendre et de pouvoir reprendre ces villages. Voilà en tout cas ce qu'apprend l'Ukraine aujourd'hui. Oui, alors évidemment, merci beaucoup à Charline et à Charlotte Lefetté. Alors il y a effectivement cette situation-là à Robotyne, dont on peut se demander si peut-être, on avait beaucoup parlé de l'heure du côté de Kharkiv, est-ce que ce ne serait pas à Robotyne qu'effectivement les Russes peuvent pousser de façon assez sévère. Ce qui est certain, c'est que le repli, il a été sonné ce matin, Nivine Potros, c'est d'ailleurs le chef de l'État ukrainien qui le dit, qui dit à ses hommes, il faut se mettre
à l'abri finalement et reculer de quelques kilomètres sans aucun doute pour pouvoir économiser au moins des vies, si ce n'est du matériel. Exactement, et cette décision, elle a été prise tout simplement parce que la situation s'est fortement dégradée ces derniers jours dans la région de Kharkiv. Il suffit de regarder cette carte, on le voit, les Russes avancent, ils gagnent du terrain jour après jour, au point, chose assez rare, que l'état-major a donc pris cette décision surprenante ce matin, le retrait de certaines de ces unités. Dans son communiqué, l'état-major ukrainien écrit ceci: dans certaines zones près de Lugansk et de Votchang, en réaction au tir ennemi et un assaut d'infanterie, nos unités ont manœuvré en direction de positions plus favorables afin de sauver les vies de nos soldats et d'éviter les pertes. La bataille continue. Juste après la publication de ce communiqué, Volodymyr Zelensky a annoncé annuler tous ses déplacements prévus ces prochains jours à l'étranger. Pourquoi ? Parce que concrètement, sur les terrains, les Russes sont arrivés à s'avancer autour de la ville de Vovchansk. Ça, on en parle depuis vendredi. Mais ils ont aussi gagné du terrain à proximité de ce village, Lukiansky, que Moscou prétend avoir totalement repris. Les Russes affirment également la prise d'un autre village, un tout petit, Glibokié, qui se trouve juste ici, entre la ville de Lipsi et celle de Lukiansky. Alors, en chiffres, pour comprendre, aujourd'hui, les Russes, ils occupent 53 km² dans cette zone autour de Votchang, et c'est environ 80 km² autour de la ville de Lipsi. Leur objectif désormais, on le voit sur la carte, c'est tout simplement de rejoindre ces deux localités pour former une zone tampon pour ensuite pouvoir s'avancer en profondeur. Une stratégie qui semble fonctionner, puisque si on compare la carte d'aujourd'hui à celle de lundi, on le voit, les Russes sont parvenus à gagner du terrain dans cette zone. Ils sont donc en train de relier les deux localités. Ils s'avancent également en profondeur. Aux abords de Votchang, par exemple, si on zoome sur cette carte et qu'on compare là aussi avec la situation de lundi, c'est très flagrant. Lundi, ils avaient avancé de 5 km et avaient repris 35 km². Désormais, c'est 7 km et 53 km² qui sont donc aux mains des Russes. Le chef de la police de Votchang le reconnaît. La situation est extrêmement difficile. L'ennemi prend position dans les rues. Résultat, sur Facebook, le porte-parole de la présidence a décidé d'envoyer des renforts dans la région de Kharkiv. Il précise que des réserves sont disponibles et il précise aussi, information importante, que Zelensky suit la situation de très près, qu'il parle quotidiennement avec Oleksandr Syrski pour suivre justement l'avancée de ces troupes et des troupes ennemies dans la région. Et puis parallèlement à ça, on l'a dit, les évacuations se poursuivent. On est rendu à ce bilan de 8000 personnes évacuées depuis vendredi. Merci beaucoup Nivine. Général Norlin, quand on entend effectivement le gouvernement dire les unités ont effectué une manœuvre et se sont déplacées vers des positions plus avantageuses, donc ce repli-là, est-ce que c'est forcément le prélude à une percée russe ou pas ? Où on peut décider effectivement d'effectuer un repli, le temps d'accueillir de nouvelles troupes, de nouvelles armes, etc. Écoutez, c'est une manœuvre classique, c'est-à-dire à la fois dans la déclaration et dans l'exécution, c'est-à-dire que quand on fait face à une attaque, une progression de l'ennemi, on essaie, comme on dit, on essaye de se replier sur des positions préparées à l'avance selon la formule consacrée. Et donc voilà, c'est tout à fait classique. Alors maintenant, tout ça pose beaucoup de questions. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas un problème de commandement du côté ukrainien ? Ça, c'est une possibilité. Parce que, on n'entend pas beaucoup le chef d'état-major des armées, c'est Zelensky qui fait les annonces. On ne sait pas très bien, tout ça n'a pas l'air quand même très coordonné, alors que cette offensive, on le savait, on l'attendait. Les Russes l'avaient annoncé, les Ukrainiens l'avaient dit aussi. Tout le monde savait qu'il y avait à avoir une très forte pression des Russes. Voilà, donc on a l'impression qu'on réagit un peu dans la précipitation, même si on voit des images de tranchées préparées, etc. On voit bien que c'est des images pour la télévision. Et donc voilà. Donc il y a peut-être un problème de commandement. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a cette attaque sur Robotinier qui fait que on peut basculer des forces pour soutenir le front du côté de Kharkiv, mais c'est des forces
pense qu'ils ne seront pas robotinés, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je posais la question. D'effort. Et alors, je voudrais ajouter quelque chose à propos de la visite de Blinken. Ouais. Parce que quelle impression, quelle décision va sortir de cette visite Blinken, parce que pour ce qu'il a annoncé pour l'instant, à part sa déclaration, vous pouvez y aller, vous pouvez frapper enfin, il l'a pas dit comme ça, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va sortir? Ce sont des mesurettes. On va livrer une batterie. Bon, c'est une mesurette. La batterie, elle va arriver dans 3 mois. Bon, voilà. Donc, ça sera fini. Ça sera plié, comme on dit maintenant. Oui, parce qu'il a dit la batterie en question, il faut qu'elle protège Kharkiv. Est-ce que là, dans les discussions qu'il avait inscrites, dans la perception qu'il a eue de la situation actuelle, est-ce que ça va se traduire concrètement? Alors, après ça, comment? D'autant qu'il y a aussi eu autre chose aujourd'hui, Renaud, c'est qu'on a le Volodymyr Zelensky, on le rappelle, il devait aller en Espagne, et on s'était dit, en Espagne, il pourra peut-être récupérer des patriotes, parce que l'OTAN a bien mis la pression aux Espagnols en disant, vous n'avez peut-être pas besoin de toutes vos batteries, peut-être vous pouvez en donner une ou deux. Il a annulé quand il a annoncé le recul. Donc évidemment, tout à l'heure, Isabelle nous disait, vous savez, sur le front sud, où il y avait eu effectivement des problèmes de coordination, de chefferie, etc. Donc bon, effectivement, ça donne une image quand même pas... On voit qu'à la fois sur le terrain, c'est critique, et on voit qu'au niveau politique, il y a une impression de flottement. Il y a une impression de flottement dans le commandement de la région de Kharkiv. Effectivement, tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste militaire, mais. Non, mais attendez, il a nommé un type dont on parlait lundi, qui était le héros de Kherson, qui était celui qui avait évité la chute de Mariupol en 2014, qui est un héros de guerre. Pour diriger ces opérations-là. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un remplacement lundi. Ça veut dire que le gars est arrivé et a dit il faut se replier. Il faut se replier, mais ça veut dire que le gars qui était là avant n'a pas apparemment bien fait le travail. Il a été limogé. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur le plan militaire. Ça, c'est sur le front. Et puis sur le plan politique, effectivement, il y avait une visite très importante qui était Madrid demain. Vendredi, il devait aller au Portugal et il n'y a pas d'explication officielle, mais la presse espagnole et portugaise affirme que c'est la situation critique dans la région de Kharkiv qui fait annuler les déplacements. Et c'est très mauvais signe. Pourquoi? Parce qu'il devait, avec l'Espagne, négocier un accord de sécurité globale. Ça voulait dire que, en gros, on avait le temps de négocier des accords à moyen et long terme. Là, il y a un peu le feu à la maison. Là, il y a le feu au lac, en fait, c'est un petit peu ça. On va continuer d'en parler, il faut qu'on fasse une courte pause, mais on va continuer de parler de ça parce que c'est évidemment absolument fondamental. Peut-être que c'est aussi tout simplement des questions de sécurité. D'habitude, il n'annonce pas ses visites.